Bonsoir et bienvenue sur Face à la Nation. J'ai le plaisir de recevoir Seydi Gassama, directeur exécutif de Amnesty International au Sénégal, donc représentant de cette organisation ici, chez nous. Seydi, merci d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à notre invitation. Je suis très content de répondre à cette invitation de B-News et surtout de vous retrouver, Khalil. Je crois que vous avez marqué la télévision au Sénégal. Et donc, je salue votre retour au pays et je suis très content d'être face à vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, Seydi Gassama, vous êtes un champion, si je peux m'exprimer ainsi, de la lutte pour les droits de l'homme. Et vous le vivez tous les jours, vous êtes actif et vous êtes connu dans ce pays pour votre engagement justement pour les libertés. Est-ce que le Sénégal peut être considéré comme un pays de droits de l'homme? Oui, le Sénégal reste un pays de droits de l'homme, même si je dirais qu'on a connu beaucoup de régressions ces dernières années. Rappelez-vous, Khalil, pendant les années 70, pendant les années 80 et même 90, lorsqu'on parlait de démocratie et de droits humains en Afrique, les pays qui venaient tout de suite en tête, c'était le Sénégal. C'était l'un des premiers pays à avoir instauré le multipartisme. C'est le premier pays qui a mis un chef d'État qui aurait pu rester au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie, a décidé volontairement de passer le pouvoir à son successeur, qui a ouvert le multipartisme intégral au Sénégal, le pluralisme médiatique. Donc, à un moment donné, le Sénégal, c'était vraiment le phare de la démocratie en Afrique. Malheureusement, depuis le milieu des années 90, beaucoup de pays qui étaient dans la queue du peloton ont fait beaucoup de progrès, nous ont rattrapés, ils nous ont même dépassés. Aujourd'hui, on a des pays, lorsque vous parlez de démocratie, de bonne gouvernance en Afrique, de respect des libertés en Afrique, tout de suite on pense au Cap-Vert, on pense au Botswana, on pense à l'île Maurice, et même à l'Afrique du Sud, qui était sous le régime de l'apartheid jusqu'à très récemment encore. Donc cela montre que, évidemment, on n'a pas progressé, on a fait beaucoup de surplace. Et pour cette raison, beaucoup de pays nous ont dépassés et même nous ont rattrapés et nous ont même dépassés. Et je crois que il est temps que notre classe politique se ressaisisse et que, évidemment, on maintienne, n'est-ce pas, la cadence et qu'on reste un pays phare de la démocratie en Afrique. Mais pourquoi ça recule, selon vous? Qu'est-ce qui a fait que, justement, qu'on en soit à cette situation? Moi, je pense que c'est vraiment dû à la qualité de la classe politique que nous avons. Nous avons vraiment une classe politique qui n'a jamais été à la hauteur des attentes du peuple sénégalais. Alors, si vous voyez bien le long parcours d'opposant d'Abdoulaye Wade, Abdoulaye, il a fait tellement rêver les Sénégalais en ce qui concerne la démocratie, en ce qui concerne les libertés, les réformes de la justice. Il a fait toutes sortes de promesses parce qu'il avait été tellement opprimé par, disons, le régime de Diouf a utilisé, le régime socialiste a utilisé vraiment la justice pour le museler, pour l'opprimer. Il avait fait tellement de déclarations, par exemple, en ce qui concerne le parquet, qui aujourd'hui est le bras droit de l'exécutif pour arrêter, emprisonner les personnes. Abdoulaye s'était engagé en disant, si j'arrive au pouvoir, je vais couper le lien entre le parquet et l'exécutif. Mais lorsqu'il est arrivé, il n'a pas du tout tenu cette promesse. Bien au contraire, il a renforcé la mainmise de l'exécutif sur le parquet, ce qui lui permettait évidemment de faire des poursuites contre les opposants. Ça a été le cas d'Idrissa Seck. Avec Macky Sall, ça n'a pas tellement abouti. Finalement, Macky est arrivé au pouvoir. Macky, lui, également, est venu au pouvoir un peu sur... voilà, vous savez, l'opposition... entre 2007 et 2012, avait organisé ce qu'on appelait les assises nationales, pendant lesquelles toutes les forces vives du pays, la société civile, la classe politique s'étaient mobilisées pour réfléchir sur l'avenir du Sénégal, la vision que nous voulions du Sénégal en termes de bonne gouvernance, de démocratie, de développement économique. Et bien qu'il n'ait pas participé aux assises nationales, parce que, évidemment, il était partie prenante du pouvoir de Wade jusqu'à un certain moment, entre les deux tours, quand même, il a signé cette charte démocratique des assises nationales, s'engageant à réformer la justice, s'engageant également à faire en sorte que le Parlement ne soit plus une caisse de résonance de l'exécutif. Il n'a tenu aucune de ses promesses. Et bien au contraire, la justice a continué à être manipulée. Et lui, il fait des aveux. Il dit clairement, il a dit plusieurs fois, que
qu'évidemment, à chaque fois que les dossiers étaient soumis, voilà, il pouvait mettre le coup sur certains dossiers, tout comme il pouvait décider de transmettre d'autres au parquet. Je crois qu'on a eu une succession d'alternances au pouvoir, mais qui n'ont pas apporté de bons qualitatifs, n'est-ce pas, sur le plan de la démocratie et sur le plan de la bonne gouvernance. Donc, est-ce que nous pouvons appeler ça un recul? C'est un recul. Oui, évidemment. Donc, si on n'avance pas, on recule. Oui, on recule. Alors maintenant, le fait, donc, d'après votre analyse, les rêves des Sénégalais pendant plus de 20 ans, n'est-ce pas, les Sénégalais ont rêvé en écoutant Wade, brisé donc à l'arrivée du président Wade, un rêve, disons, massacré, si on peut s'exprimer ainsi, avec le deuxième régime qui est venu après Wade, c'est-à-dire sous M. Macky Sall. Alors, est-ce que c'est dû au fait que l'alternance a mis au pouvoir des populistes? Oui, je dirais des populistes. Wade était clairement un populiste. Hein. Macky Sall, il est arrivé au pouvoir à la suite d'une révolte populaire qui a fait plus de 10 morts. C'était... le peuple voulait vraiment mettre fin au régime d'Abdoulaye Wade. Quelle que soit la personne qui arrive au pouvoir, il fallait se débarrasser d'Abdoulaye Wade. C'est dans ces conditions qu'il est arrivé au pouvoir. Et donc, les attentes étaient qu'il réalisât toutes les réformes que l'opposition avait vendues au peuple sénégalais. Parce qu'effectivement, la charte de gouvernance démocratique des assises nationales était un très beau projet auquel il a adhéré entre les deux tours. Ce qui fait que, évidemment, les Sénégalais avaient massivement voté pour lui. Cette promesse n'a pas été tenue et pire, toutes les actes que Wade avait posés et qui avaient entraîné une défiance de l'opposition à l'époque avec tout ce qu'on a eu comme mort. Par exemple, l'arrêté Ousmane Ngom. L'arrêté Ousmane Ngom. Mais dans quelle démocratie au monde on peut dire aux citoyens, vous pouvez manifester partout, sauf dans les lieux où il y a les centres du pouvoir. Vous connaissez mieux les États-Unis. Vous allez à Washington, vous allez à Londres, vous allez à dans la Paris. Maison Blanche. Les gens manifestent devant partout. Même ici en Mauritanie, les gens manifestent devant le palais présidentiel. Au Sénégal, si vous le faites, on vous arrête et vous allez en prison. Nous avons évidemment dénoncé dans les médias nationaux, internationaux, cet arrêté qui constitue une violation flagrante des libertés des Sénégalais. Nous avons même saisi la Cour de la CEDEAO qui a condamné l'État du Sénégal et il avait donné une sommation pour évidemment rapporter cet arrêté-là. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas sûr que l'arrêté a été donc annulé et je crois qu'on va vers d'autres batailles. Parce que si l'arrêté n'est pas annulé, si la décision de la Cour de la CEDEAO n'est pas respectée, bien entendu, nous allons envisager d'autres actions. Donc, les libertés elles ne sont même pas respectées, mais l'État du Sénégal, qui était connu sur la scène internationale pour le respect de ses engagements, a aujourd'hui perdu cette image. Mais malgré cela, quand même, malgré... Il y a énormément de décisions rendues par les instances internationales en matière de droits de l'homme. L'État du Sénégal ne les a jamais appliquées. Mais ce qui est étonnant un peu, c'est pourquoi, malgré justement ces constats faits par la communauté internationale, par les partenaires internationaux du Sénégal, on continue toujours à avoir des ministres du budget, je ne sais pas encore, un ministre en tout cas du système économique sénégalais, annoncer presque chaque semaine des prêts de plusieurs milliards. Est-ce que justement, ceux qui peuvent intervenir sur l'État du Sénégal pour les amener un peu à desserrer les taux par rapport aux libertés individuelles, est-ce que ces gens-là ne sont pas complices, n'est-ce pas? Vous savez, on est dans un contexte mondial où tous les grands pays qui étaient des champions de la défense de la démocratie, de la défense des libertés, à cause de la lutte contre le terrorisme, lorsqu'un pays est considéré comme un îlot de stabilité dans une région donnée, on fait tout pour préserver ce pays. On pense qu'en mettant des sanctions ou des pressions politiques, on peut déstabiliser ce pays et ne plus avoir dans la sous-région le contrôle. Il y a aussi, comme vous le savez, au Sénégal, nous avons, pendant les 20 dernières années, découvert de fabuleuses richesses minérales, que ce soit l'or, le fer, le pétrole, le gaz. Toutes ces ressources aujourd'hui sont convoitées par des multinationales qui appartiennent à de grands pays, les États-Unis, le Canada, etc. Et évidemment, ces multinationales
évidemment, ont une influence énorme sur la politique étrangère de leur pays. Donc, moi, je pense que l'État du Sénégal, le régime actuel, est tout à fait conscient de ces cartes qu'il a en main et il en joue pour, évidemment, continuer à instaurer un régime qui n'a pas beaucoup de considération pour les droits et libertés. C'est le moins que l'on puisse dire. Est-ce que c'est parce que, justement, ces multinationales assurent un peu les arrières du régime actuel que les partisans du président le poussent vers un troisième mandat? Oui, c'est clair. Ce ne sont pas les partisans du président qui le poussent vers le troisième mandat, c'est le président lui-même qui veut faire un troisième mandat, auquel il n'a pas droit. Le président, c'est le premier constituant de ce pays. La constitution, la révision constitutionnelle de 2016, c'est quand même le président Macky Sall qui l'a commandé. Et à l'issue de cette réforme, il a quand même déclaré plusieurs fois, avant l'élection présidentielle de 2019, qu'il n'avait pas droit à un troisième mandat. Il a clairement dit que la révision de 2016 ne concernait pas le nombre de mandats. L'article 27 alinéa 2, nul ne peut faire 2 mandats consécutifs, limitait clairement le nombre de mandats à 2, et que la révision ne concernait pas le nombre de mandats. Elle concernait la durée des mandats, et non pas le nombre de mandats. Il l'a dit, il redit plusieurs fois. Aucun juriste sénégalais, aucun juriste dans le monde ne connaît mieux l'esprit et la lettre de cette constitution que le président Macky Sall lui-même. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le président a changé d'avis. Il veut faire le Wahouahed comme Abdoulaye Wade. Il veut faire un troisième mandat. Et il active des gens autour de lui pour essayer de vendre ce projet, pour essayer de le défendre. Je trouve que c'est un recul extrêmement grave. Parce qu'on est en train d'avoir le même débat qu'on a eu entre 2009 et 2012. Absolument. Avec le Wahouahed d'Abdoulaye Wade, n'est-ce pas? C'est exactement le même débat. Le respect des libertés, c'est exactement le même débat. Et cela, c'est dommage. C'est cela, justement, qui illustre le surplace que nous faisons. Parce que nul ne s'attendait à ce qu'aujourd'hui, en 2022, on ait les mêmes débats qu'on avait eu en 2011 et 2012. La question du troisième mandat s'est reposée. La question du respect de la liberté de manifester est reposée. La question évidemment, des atteintes à la vie humaine lors des opérations de maintien de l'ordre est reposée. On a quand même eu 14 morts en 2011. On en a eu 3 lors des derniers événements. Tout ça, c'est des choses qu'on pensait. Que le nouveau régime, n'est-ce pas, de Macky Sall allait évidemment régler pour les Sénégalais. On n'allait plus avoir à reparler les questions du troisième mandat avec des personnes qui manifestent et qui, évidemment, sont tuées à cause justement de ce troisième mandat. Moi, je pense qu'on va vers le pire. Plus on va vers 2024, et plus le régime va se réduire, parce que les Sénégalais vont contester évidemment la troisième candidature, il y aura la répression. Ce n'est pas pour rien que Macky Sall, depuis son arrivée au pouvoir, a assuré une impunité totale aux membres de forces de défense et de sécurité. Depuis qu'il est arrivé, il s'est évertué à ce que les membres des forces de défense et de sécurité, pour les atteintes aux droits humains commis lors des opérations de maintien de l'ordre, ne soient pas du tout inquiétés. Ça, c'est un problème. L'impunité, c'est... Total. Vous savez, en 2011-2012, il y avait plus de 10 morts. Mais lorsque Macky est arrivé au pouvoir, il a fait venir les familles par le biais de l'agence judiciaire de l'État. On a dit aux familles, écoutez, nous vous proposons 5 millions, c'est à prendre ou à laisser. Si vous ne voulez pas, allez-y porter plainte, mais pour nous, on ne fait pas de poursuite. On vous donne 5 millions, vous prenez ou vous laissez. La seule affaire qui a été jugée, c'est celle de Mamadou Diop, qui était emblématique. Mamadou Diop était quand même avec tous ces leaders de l'opposition à la place de l'Obélisque. Il a même dirigé la prière, ou en tout cas il a appelé à la prière. Et c'est après cet appel à la prière et après la prière qu'il a été tué par ce dragon de la police. Donc, symboliquement, le cas de Mamadou Diop a été jugé. Il y a quelques officiers de police qui ont été condamnés à des peines de prison extrêmement légères. Ils n'ont jamais été en prison. Jamais. Ah oui? Oui. Pendant qu'on les poursuivait, on les a envoyés en mission de maintien de la paix au Mali. Donc on n'a pas pu tenir le procès. On a attendu qu'ils reviennent du Mali pour tenir le procès. Ensuite, on les a condamnés à des peines extrêmement légères et ils n'ont jamais été en prison. C'est vrai qu'ils ont indemnisé la famille de feu Mamadou Diop, mais ça a été une impunité totale pour toutes les autres personnes qui ont perdu la vie en 2011-2012.
Et cela a continué depuis lors. Après mars 2021, ils ont annoncé une enquête indépendante sur ces événements-là qui n'a jamais eu lieu. Il y a quand même des familles qui ont déposé des plaintes depuis maintenant un an et demi. Ces plaintes n'ont jamais connu de suite judiciaire. Et on a eu évidemment les 3 morts des derniers événements. Donc il est dans une logique d'accorder une impunité totale à la police, aux membres des forces de défense et de sécurité, pour qu'évidemment ils continuent à réprimer, n'est-ce pas, chaque fois que les citoyens manifestent pour contester le régime. Donc l'individu est en danger. Absolument. Au Sénégal. Absolument. Aujourd'hui, chaque fois que les citoyens sortent manifester, notre grande crainte, c'est qu'il y ait des pertes en vie humaine. Parce que lorsque les membres de forces de défense et de sécurité sont sûrs que l'État leur garantit une impunité totale, il n'y a plus rien qui les retienne dans la commission des exactions. Donc l'impunité donc de coupables avérés, n'est-ce pas, et l'impunité de leaders ou de personnes responsables au niveau le plus haut de l'État, à tous les niveaux d'ailleurs, tout cela, est-ce que c'est tout cela qui a poussé vers ce qu'on voit aujourd'hui comme développement de la justice populaire? Merci, mais vous savez, l'impunité est le plus grand danger contre la démocratie et contre la stabilité d'un pays. Lorsque l'impunité est érigée en système de gouvernement, et bien entendu, les citoyens tournent le dos à la justice. Ils tournent le dos à la justice et ils se font justice eux-mêmes. Surtout que nous sommes dans un contexte où l'État est capable de déployer des milliers de policiers à Dakar pour empêcher les citoyens de manifester et de les mater, mais incapable d'assurer la sécurité des citoyens. Je l'ai souvent dit, on a un vide juridique dans nos quartiers. On a un vide juridique. Or, la sécurité des citoyens, c'est l'une des principales missions régaliennes d'un État. Aujourd'hui, dans la plupart des quartiers à Dakar, je ne parle même pas du milieu rural, vous ne voyez une voiture de police que lorsqu'il se passe quelque chose et qu'on les appelle. Et même lorsqu'on les appelle, ils vont arriver une heure plus tard, s'ils arrivent. Parce que parfois, ils vous diront qu'ils n'ont même pas d'essence pour pouvoir venir aider les populations. L'autre image qui frappe surtout, c'est aussi ces voitures et petits bataillons de police stationnés devant le ministère de l'Intérieur et à l'angle de la présidence. Ce qu'on n'avait pas avant. Oui, non. Avant, on n'avait pas ça. Avant, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça. Et c'est pas, pour moi, c'est une mauvaise image de la démocratie. Mais c'est une très mauvaise image. Une très mauvaise image. Je pense que moi, je n'ai jamais cru que le Sénégal est un pays menacé par le radicalisme islamique. On a quand même dans ce pays un islam soufi très ancré. Même ceux qui aujourd'hui appartiennent à des logiques ou à des courants considérés comme des courants radicaux sont tous nés et grandis dans l'islam soufi. Et aucun de ces courants n'est vraiment un courant qui menace le Sénégal. Il peut y avoir des menaces qui viennent de l'extérieur, mais vraiment des menaces internes ici au Sénégal, je n'en connais pas. Est-ce que la crise vers laquelle vous pensez que nous sommes en train d'aller, est-ce que cette crise n'est pas une ouverture au djihadisme, à tous les mouvements terroristes qui pourraient entrer si le troisième mandat est maintenu et si ça bouillonne dans ce pays, si ça boue? Vous savez, partout où il y a des dissensions internes, partout où il y a des crises internes, évidemment, c'est la porte ouverte pour le djihadisme. C'est pour cela qu'il est important que le régime actuel préserve la paix, préserve la démocratie. Il est important que la constitution du pays soit respectée parce qu'elle est quand même très claire en ce qui concerne le troisième mandat. Le président lui-même a été suffisamment clair en ce qui concerne le troisième mandat. Donc il faut qu'il respecte la constitution et qu'il préserve la stabilité et la paix dans ce pays. Parce que dès que, évidemment, les dissensions internes prennent de l'ampleur, que, évidemment, les troubles sont là, c'est la porte ouverte au djihadisme. Il n'y a aucun pays stable démocratiquement où les djihadistes ont pu prospérer et prendre le pouvoir. Il n'y en a pas. C'est lorsque les dissensions internes atteignent un certain niveau qu'évidemment ils s'emparent du pouvoir. Donc, il faut qu'on continue à préserver le modèle sénégalais. Il faut que nos dirigeants politiques, évidemment, se comportent de façon responsable.
et chasse que l'héritage que l'on retient d'eux, ce n'est pas la durée au pouvoir, mais c'est les réalisations, non seulement économiques, mais aussi les avancées sur le plan de la démocratie et de la bonne gouvernance. Une justice indépendante est une justice qui fonctionne sans pression, aucune d'où qu'elle puisse provenir et sans interférence. Alors, est-ce qu'au Sénégal, on peut parler d'une justice indépendante? Non, au Sénégal, on n'a pas une justice indépendante. La justice n'est pas indépendante du tout. On a des juges indépendants, quelques juges qui sont indépendants, mais la justice en tant que telle n'est pas indépendante. Vous savez, la constitution du pays est quand même très claire. On a une constitution qui pose le principe de l'existence de trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et la constitution pose le principe de l'indépendance et de l'équilibre de ces trois pouvoirs-là. Or, on est dans un système où le chef de l'exécutif est en même temps le chef du pouvoir judiciaire. Le président Macky Sall est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Et le ministre de la Justice est le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est ça, le vrai et les autres membres... Le vrai gouvernement est là alors. Absolument. L'essentiel des autres membres, c'est évidemment les chefs des hautes juridictions, qui sont généralement des gens âgés, des gens assagis, qui ne contesteront jamais, n'est-ce pas, les législateurs de l'exécutif. C'est vrai qu'il y a une représentation de magistrats, je crois qu'il y a 4 magistrats élus qui sont dans ce conseil, 4 si je ne m'abuse, qui sont dans ce conseil, mais le président et le garde des Sceaux, donc l'exécutif, ont la haute main sur ce conseil. Or, c'est ce conseil-là qui gère la carrière des magistrats. Et en tant que tel, l'exécutif dispose de tous les moyens de pression sur, évidemment, les magistrats. Ajoutez à cela maintenant le lien organique qu'il y a entre le parquet et le ministre de la Justice, qui lui donne des instructions. Le débat d'ailleurs a été posé longuement par l'Union des magistrats du Sénégal, qui disait que même si le pouvoir tenait à garder ce lien de subordination entre le parquet, enfin on ne parle pas de subordination mais d'autorité, le parquet a autorité, le ministre de la Justice a autorité sur le parquet, même si on garde cette notion d'autorité, les instructions que le ministre de la Justice donne au magistrat du parquet devraient être des instructions écrites et qui soient versées dans le dossier pour que les avocats prennent connaissance. Oui. Lorsque des poursuites sont engagées, qu'on chasse que le procureur c'est peut-être autosaisi, mais c'est à la suite de la demande du ministre de la Justice et du président de la République. Toutes ces réformes n'ont jamais été acceptées. L'Union des magistrats, c'est des réformes qui ont d'abord été proposées par les assises nationales, qui ont été organisées par l'opposition contre Abdoulaye Wade. Ensuite, Macky Sall lui-même, à son arrivée au pouvoir en 2013, a créé la Commission nationale de réforme des institutions, qui a repris les mêmes recommandations en ce qui concerne la réforme de la justice. Oui. Ensuite, l'Union des magistrats du Sénégal a entrepris des concertations, a produit un rapport qui reprenait les mêmes recommandations, à savoir qu'il faut évidemment modifier la structure judiciaire, créer une cour constitutionnelle qui serait aujourd'hui au sommet de la pyramide, et le président de cette cour constitutionnelle serait le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ainsi, évidemment, les magistrats auront leur totale indépendance. On ne retirerait pas au président son pouvoir de nommer à tous les emplois civils et militaires que lui donne la Constitution, mais il nommerait les juges et les magistrats sur, évidemment, à proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Le président n'a jamais accepté de mettre en œuvre ces réformes. Il n'a jamais. Ça le ramènerait à... Et du coup, les citoyens sont fondés à voir toujours la main du président derrière des poursuites, surtout lorsque ces poursuites sont dirigées contre des acteurs politiques. Ils sont toujours motivés à le faire. Et si vous voyez maintenant, tout ce qui procède ces poursuites, hein. Prenez par exemple la CREI. La CREI, c'est la première ministre de la CREI. Hein. Il y avait peut-être une trentaine de dignitaires de l'ancien régime. Finalement, on a poursuivi qui? Karim Wade, je crois, avec Taïb Ndiaye. Toutes les autres personnes qui étaient dans la liste sont aujourd'hui s'assoient au Conseil des ministres avec Macky Sall. Ou s'assoient, n'est-ce pas, dans le leadership de la coalition Benno Bokk Yakaar avec Macky Sall. Plus personne ne parle du travail de la CREI. Les juges de la CREI, les magistrats qui sont à la CREI, sont en chômage. Il a arrêté. Dès l'instant que Karim a été condamné avec Taïb Ndiaye, c'est fini. C'est fini, la liste a été classée. Toutes les autres personnes qui étaient dans la liste aujourd'hui sont membres de la coalition au pouvoir. Certains siègent dans le Conseil des ministres.
Alors, notre système est bloqué. Est bloqué. Complètement. Bloqué. L'exécutif a une emprise telle sur le système aujourd'hui qu'on ne peut pas parler de justice indépendante. Ils peuvent à tout moment interférer dans le ce qui fait qu'on pense beaucoup les juges les plus récalcitrants, évidemment, ne seront jamais nommés à des postes sensibles, c'est clair. Ce n'est pas pour rien que le président prend parfois 1 an, 6 mois, presque 1 an, pour réunir le conseil supérieur de la magistrature pour pourvoir à des postes de magistrats qui vont à la retraite ou de magistrats qui ont peut-être quitté le système parce qu'ils vont aux Nations Unies ou ailleurs. C'est parce qu'évidemment, on ne nomme pas les magistrats par hasard. On les nomme de sorte qu'on soit sûr, n'est-ce pas, que, évidemment, voilà. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on pense souvent au pouvoir exécutif comme seul blocage face à la justice? Est-ce que c'est ce qui fait qu'on ne pense pas qu'il y a d'autres pouvoirs, les pouvoirs financiers qui sont là, qui peuvent interférer, n'est-ce pas? Absolument. Vous savez, les débats se posent. Moi, j'ai toujours dit aux Sénégalais, autant il est inacceptable que le président de la République soit le président de l'Assemblée nationale, autant il est inacceptable qu'il soit le président du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, ils diront oui, les députés sont élus par le peuple, ce qui n'est pas le cas des magistrats, mais la Constitution qui donne cette indépendance aux magistrats, on l'a quand même votée par référendum. Donc, c'est cette Constitution qui donne la légitimité aux magistrats pour réclamer leur indépendance. Évidemment, c'est un débat. Certains vous disent oui, si on laisse aux magistrats une totale indépendance, évidemment, il y a les intérêts particuliers qui peuvent contrôler, évidemment, les magistrats. Ces intérêts peuvent être des intérêts financiers. Au Sénégal, on a des lobbies religieux, différents types de lobbies qui peuvent, évidemment, interférer dans le travail de la justice. Quelqu'un me disait d'ailleurs qu'aujourd'hui, au Sénégal, lorsque vous avez un procès au tribunal, la première chose que les gens font, c'est de se renseigner sur le juge qui a le dossier, ensuite se renseigner sur sa tariha, et puis ensuite essayer de savoir qui est son marabout. Oui, donc il y a des risques, mais il faut créer des check and balance. Je crois que vous allez dans un pays comme la Guinée, le président n'est pas membre du Conseil supérieur de la magistrature. Vous allez au Burkina, c'est la même chose. En France, idem. Donc on ne peut pas considérer que, évidemment, cette indépendance de la justice qu'on observe dans ces pays ne soit pas possible au Sénégal. Le foncier. Un grand problème. C'est un grand problème au niveau individuel déjà. Il y a des individus qui ont des terrains et que l'État veut prendre, ou bien dont les papiers traînent pendant des années. Ensuite, il y a le niveau communautaire, où des centaines d'hectares sont donnés à des individus au détriment des communautés. Alors, et vous venez d'ailleurs, vous rentrez de Ndingler. Alors prenons cet exemple de Ndingler pour un peu voir un peu la crise du foncier dans notre pays. Alors il y a 2 niveaux. Il y a d'abord le foncier urbain. Si vous prenez les milieux urbains, aujourd'hui le discours populaire, le discours que l'État vend à l'opinion publique et que certains médias essaient de soutenir, c'est que les citoyens qui sont dans certaines zones inondables, ils sont par leur faute. Mais ces citoyens sont quand même victimes de promoteurs immobiliers qui obtiennent justement les baux, les titres fonciers des services compétents de l'État. Ces citoyens vont chercher des permis de construire qui sont délivrés par les collectivités territoriales. Donc, vouloir aujourd'hui accuser les citoyens, les blâmer pour les inondations, c'est totalement irresponsable. D'autant plus irresponsable qu'on n'a pas besoin d'être architecte. J'ai entendu l'architecte Savalo Cissé d'ailleurs faire de très belles propositions. On est quand même dans une presqu'île. Où que vous soyez à Dakar, vous êtes à moins de 500 mètres de la mer. Certaines zones inondables sont à 500 mètres de la mer. Donc, si aujourd'hui on avait investi correctement les 700 milliards qu'on a mis dans le plan décennal de lutte contre les inondations, aujourd'hui on devrait régler cette question. Parce qu'il suffit de faire des canalisations, n'est-ce pas, et raccorder toutes ces zones à ces canalisations-là pour amener l'eau, n'est-ce pas, au niveau de la mer. Mais tous ces quartiers
qui ont été créés avec l'autorisation de l'État et du conseil territorial, il n'y a pas d'assainissement. Il n'y a ni système de drainage des eaux pluviales, ni système de drainage des eaux usées, il n'y en a pas. Et ça, ce n'est pas la faute des citoyens, c'est la faute justement de l'État. Donc, il faut que l'État arrête de blâmer les populations et assume sa responsabilité dans la catastrophe des inondations que nous vivons aujourd'hui. Puisque concerne le foncier rural, on est dans une politique aujourd'hui d'expropriation des communautés au profit de l'agrobusiness. Et le cas de Ndingler est le cas le plus illustratif. Voici une communauté où il y a à peu près 3000 âmes, c'est un très grand village, où évidemment les terres sont rares, parce que évidemment il y a beaucoup de hameaux tout autour, et où les paysans se réveillent un jour et découvrent qu'une autre communauté rurale, n'est-ce pas, a délibéré et a donné leur terre justement à un promoteur immobilier. Et ce promoteur immobilier vient dire aux paysans, allez, oust, ces terres sur lesquelles, n'est-ce pas, vos ancêtres vivent depuis 200, 300, 500 ans, ne vous appartiennent plus, elles m'appartiennent parce que l'État me les a données. C'est la situation en Ndingler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une partie extrêmement importante des terres agricoles de Ndingler. Babacar parle de 80 hectares qui aujourd'hui sont amputés, n'est-ce pas, et donnés à cet homme d'affaires. Qui, par ailleurs, dispose de centaines d'hectares dans leur communauté. Donc, qui travaillent. Mais les gens d'Ndingler, eux, ne peuvent pas aujourd'hui cultiver, n'est-ce pas, ces terres, parce que l'État a créé un statu quo. On a dit à Babacar, tu n'exploites pas, mais les gens d'Ndingler également, vous n'exploitez pas. Mais Babacar, lui, il exploite plus d'une centaine d'hectares de l'autre côté, du côté de Guila. Et donc, les grands perdants de la suite du statu quo, ce sont les paysans d'Ndingler. Aujourd'hui, les jeunes d'Ndingler sont en train de quitter le village pour venir à Dakar, conduire des charrettes, n'est-ce pas, travailler dans des chantiers de construction. Simplement parce que les terres que les communautés cultivées dans ce village, aujourd'hui, ne suffisent plus à occuper tout le monde. Donc, c'est une situation injuste qui est là. Le président Macky Sall avait promis d'apporter une solution à cette situation. Malheureusement, il maintient le statu quo. Moi, je trouve que l'État du Sénégal n'obtiendra jamais l'autosuffisance alimentaire avec l'agrobusiness. Le riz que nous importons d'Asie, Thaïlande et tous ces pays, ce riz n'est pas cultivé par l'agrobusiness. Ce sont des petits paysans qui cultivent des parcelles, n'est-ce pas, au Vietnam, en Thaïlande, etc., qui sont organisés en coopérative et qui produisent ce riz-là. Qui exportent. Aujourd'hui, tout ce que l'agrobusiness fait, le monde paysan peut le faire. Il suffit que l'État donne des titres de propriété à ces communautés sur les terres de leurs ancêtres. Qu'on leur donne des baux, qu'on leur donne des titres fonciers, n'est-ce pas, qu'ils puissent évidemment amener dans les banques et obtenir des prêts pour créer, s'équiper, créer des systèmes d'arrosage et produire 12 mois sur 12. Au lieu de produire pendant 3 ou 4 mois de saison pluvieuse et le reste de l'année, n'est-ce pas, rester dans l'oisiveté. Donc, il faut que l'État chasse que la transformation des paysans sénégalais en ouvriers agricoles payés 1000 francs la journée, ce n'est pas cela qui va développer le pays. Il faut recentrer la politique agricole autour des communautés, en leur redonnant le pouvoir, n'est-ce pas, et en leur redonnant la possession sur la terre, qui est la terre de leurs ancêtres. Il y va de la stabilité du pays aussi. Parce que ce qui s'est passé en Ndingler, aujourd'hui, si ce genre de foyers de tension se multiplient dans le pays, c'est vraiment la stabilité du pays qui risque d'entrer en jeu. Les révoltes paysannes qu'on a connues en Amérique latine et dans certains pays d'Asie, qui ont abouti à de longues guerres civiles, on risque d'en aboutir à la même situation ici, au Sénégal. Encore une fois, le système est bloqué. Vraiment bloqué. Bloqué à cause des puissances de l'argent, à cause d'interférences. On a d'Ablaïwad à Macky Sall, on a des régimes dits libéraux qui ne croient pas, n'est-ce pas, aux initiatives citoyennes, communautaires, et qui pensent que c'est seulement les multinationales, le capital étranger qui peut développer les pays. Mais cela n'a jamais été le cas nulle part ailleurs. Donc, le visage que le Sénégal faisait voir transparaître dans les années 90. Mais c'est un visage totalement lézardé aujourd'hui. Lézardé, cassé. Je dis aujourd'hui,
que ce soit en matière de bonne gouvernance, que ce soit en matière de démocratie. Le Sénégal n'est plus aujourd'hui le modèle en Afrique. Qu'on attendait. Oui. Qu'on attendait au 21e Absolument. siècle. Nous sommes, Oui. nous sommes vers la fin du premier quart du siècle. Je disais d'ailleurs à un journaliste d'un média très proche du pouvoir, je disais, Macky doit s'inspirer de Mandela. Il me dit, est-ce que Macky a besoin de s'inspirer de Mandela? Donc, vous voyez, là où on est arrivé, lorsque des journalistes proches du régime, qui évidemment sont reçus par le président, qui peut-être dînent avec lui, tient un tel discours, ça, c'est extrêmement inquiétant. Mandela devrait être la référence aujourd'hui pour tout leader africain. Lorsqu'on considère la manière dont il a géré la transition démocratique dans son pays, en évitant... Sagesse, dans une sagesse. Sagesse, n'est-ce pas? En soudant les communautés qui étaient divisées. Et cela continue aujourd'hui. Il y a des réformes encore à faire en Afrique du Sud, mais on a un pays uni. Oui, on a un pays uni qui marche et qui fait partie aujourd'hui des puissances économiques de l'Afrique. Alors, nous avons une nouvelle Assemblée nationale. Et quels sont vos espoirs par rapport justement à ces nouveaux députés vis-à-vis des problèmes, des cachets que nous avons soulignés ici? Les libertés individuelles, le travail de l'État, le respect de la Constitution. Est-ce que vous pensez que les nouveaux élus vont pouvoir vraiment faire face au système, à l'exécutif pour le changement? Oui, je pense qu'on a eu une assemblée intéressante. Les élections du 31 juillet ont quand même créé une situation très intéressante et favorable pour l'évolution démocratique du pays. Aujourd'hui, on est à une situation où l'Assemblée est presque à parité entre le camp de l'opposition et le camp du pouvoir. Il appartient maintenant aux députés des deux camps, parce que les Sénégalais sont là, ils vont juger. Aussi bien les députés du camp de l'opposition que ceux du pouvoir. 2024 arrive très vite. Si les gens ne sont pas capables de se mettre ensemble et de travailler pour faire avancer la démocratie, pour prendre en charge les préoccupations des Sénégalais, les sanctions vont arriver très rapidement. Et donc nous pensons aujourd'hui que les députés de l'opposition qui ont été, que ce soit ceux de Yewwi ou de Wallu, qui ont été, et même les indépendants, qui ont été vraiment victimes de toutes ces atteintes aux droits humains, ces restrictions aux droits humains, n'est-ce pas, de poursuites judiciaires politiquement motivées, que tous ces leaders vont évidemment prendre des initiatives pour faire avancer la démocratie au Sénégal. Que ce soit en matière d'indépendance de la justice, nous attendons à ce que des réformes soient proposées, que ce soit en matière de protection des citoyens contre les abus du pouvoir, nous attendons à ce que les réformes soient proposées. Vous savez, l'une des réformes majeures qui avait été proposée, c'était la création de juges de liberté au Sénégal. Un juge qui pourrait être saisi par tout citoyen qui, évidemment, est sous le coup d'un mandat de dépôt, qui peut être saisi, et qui déciderait de l'opportunité ou non du placement sous mandat de dépôt. Est-ce que vous présentez des garanties de représentation? Est-ce que... Donc, la création de ce juge des libertés et de la détention avait été suggérée par les assises nationales. Lorsque nous-mêmes, nous avons rencontré le président de la Commission nationale de réforme des institutions, le professeur Amadou Mahtar Mbow, la seule chose qu'il nous a dit, c'était la création de ce juge des libertés. Il était préoccupé par la facilité avec laquelle les magistrats au Sénégal plaçaient les citoyens sous mandat de dépôt. Mais lorsque cette réforme est arrivée sur la table du président, elle a été rejetée. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont ce genre de réformes que nous attendons du Parlement. Et je crois que ce soit les députés de l'opposition ou ceux de la majorité, des consensus devraient pouvoir être trouvés autour de ces questions-là. Comment faire en sorte qu'on ait aujourd'hui au Sénégal un juge de la liberté et de la détention? Comment est-ce qu'au Sénégal on peut procéder à des réformes qui puissent permettre à la justice d'être beaucoup plus indépendante? Ça, je crois que c'est des possibilités. Nous n'attendons pas à ce que les députés se livrent à des querelles interminables de politique politicienne, de positionnement. Nous attendons à ce qu'ils se mettent ensemble, travaillent et puissent évidemment permettre au pays d'avancer. L'espoir est d'autant plus grand que celle qui est pressentie pour être présidente de l'Assemblée nationale est Madame Mimi Touré, est une personne extrêmement intelligente, ouverte,
et aussi qui, disons-le, est toujours favorable aux questions de droits et libertés. C'est vrai qu'il est dans un système, hein, mais ça n'empêche pas. Voilà, je sais que personnellement, il est quand même très sensible à ces questions de respect de droits et libertés, que ce soit pour les femmes, pour les enfants, ou même pour des droits comme le droit de manifester ou la sécurité judiciaire des citoyens. Et parmi vos espoirs, justement, les espoirs que vous placez entre les mains des nouveaux élus, est-ce que la presse a une place? Absolument. Nous pensons que, évidemment, la presse sénégalaise doit encore être beaucoup plus indépendante. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de délits qui, évidemment, sont passibles de peine de prison, des délits comme la diffamation, des délits comme l'atteinte à la sécurité de l'État, etc. Tous ces délits aujourd'hui constituent, n'est-ce pas, une épée de Damoclès sur la tête des journalistes. Sur la démocratie. C'est la démocratie. Que ce soit dans si l'expression de façon générale, que ce soit dans les médias, dans les réseaux sociaux, ce sont des épées de Damoclès. Aujourd'hui, l'État du Sénégal doit aller vers ces réformes. Figurez-vous, au Niger, le président a décidé de supprimer les peines de prison pour les délits d'offense au chef de l'État. Au Sénégal, aujourd'hui, n'est-ce pas, aucun homme politique n'est favorable à la suppression de ces délits-là, d'offense au chef de l'État, qui n'existe plus en France, qui n'existe plus dans aucune grande démocratie, que le Niger vient de décider de supprimer. Le Niger qui était encore sous régime militaire il y a quelques années. Et nous, au Sénégal, on a des hommes politiques qui disent non, il faut maintenir ce délai. Il faut continuer à envoyer les journalistes en prison. Personne ne demande à ce que l'impunité soit accordée aux journalistes. Mais lorsqu'un journaliste diffame, on peut le poursuivre au civil, lui faire payer des amendes. Le code pénal. Le code pénal. Mais envoyer un journaliste en prison parce qu'il écrit un article qui est considéré comme diffamatoire ou parce qu'on considère qu'il a offensé les hommes de l'État, c'est vraiment indigne de la démocratie sénégalaise. Et surtout qu'on a les juridictions africaines, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple a rendu des arrêts célèbres en ce sens. Le cas le plus célèbre, c'est le cas qui a opposé un média burkinabé au procureur général du Faso, où la Cour africaine des droits de l'homme, je ne parle pas d'instance onusienne, parce qu'ils vont vous dire, oui, c'est les Blancs, mais là, ce sont des juges africains, parmi lesquels il y avait le juge Elax Guissé, qui est un Sénégalais. Il a rendu un arrêt pour demander à tous les États de dépénaliser, de supprimer les peines de prison, parce qu'elle est considérée comme disproportionnée, pour les délits qui portent atteinte à l'honorabilité des personnes publiques. Il faut les remplacer par, évidemment, des sanctions pécuniaires qui, également, ne doivent pas être excessives au point de porter préjudice à l'existence des journaux. On peut demander le franc symbolique, on peut demander le remboursement des frais de justice, mais on ne doit pas aller au-delà. Il faut qu'on ose franchir ces pas-là. Je pense que cela va libérer davantage la presse, sans pour autant priver les citoyens de recours, n'est-ce pas, en cas d'atteinte à leur dignité. Au vu de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, quel est votre dernier mot? Quel est votre dernier sentiment par rapport à la situation du pays? Je suis toujours optimiste par rapport au Sénégal. On a un peuple magnifique, un peuple qui, à chaque fois qu'il semble être au fond du trou, assis, justement se relever, se révolter et dire non. Je pense que cela a été le cas en 2011-2012. Le peuple s'est beaucoup révolté. Cela est également le cas au mois de mars 2021. On a essayé de réduire les événements de mars à une question de chômage, d'état d'urgence qui a mis les enfants dans la pauvreté et l'oisiveté. Mais c'est faux. Les événements de mars 2021 ont visé des cours, ont visé des tribunaux. Dans beaucoup de villes du Sénégal, les manifestants sont allés directement attaquer les tribunaux. Ouais, ouais. Les tribunaux. Et les gendarmeries. Et les gendarmeries. Et c'est tous les tribunaux. C'est un message très clair. Donc, il faut que le pouvoir ait une bonne lecture des événements de mars 2021. La justice qui est en question. C'était vraiment une révolte contre une justice qui était considérée comme instrumentalisée par le pouvoir pour liquider un adversaire politique. Comme il l'aura fait avec Khalifa Sall, comme il l'aura fait avec Karim Wade. Si le président n'avait pas cette haute main sur la justice,
ce sentiment n'aurait pas existé dans la société. Absolument. Mais c'est parce que la haute mais c'est la justice qu'aujourd'hui, toute action judiciaire en direction d'un opposant est tout soupçonnée d'être téléguidée par le président lui-même, au plus haut niveau par le président lui-même. Et cela constitue le plus grand danger contre notre stabilité. Et donc, je lance un appel au futur Parlement, mais surtout je lance un appel au président. Il en est à ces 2 dernières années. Il faut qu'il insuffle ces réformes-là et qu'il les laisse comme héritage, n'est-ce pas, au peuple sénégalais. On ne retiendra pas simplement comme héritage la terre ou le BRT. On a besoin également de retenir comme héritage du président Macky Sall des réformes majeures pour doter le pays d'une justice indépendante, pour doter le pays évidemment de textes, de juridiques, assurer la sécurité du citoyen, n'est-ce pas, comme cela est le cas dans tous les États démocratiques. Il y a un feu qui couvre alors, qui couvre. Absolument. Alors quelle est la densité de ce feu qui absolument. Le feu, le feu qui couvre, il est extrêmement, évidemment, préoccupant. On a vu les élections passées. Malgré le fait que les principaux leaders de l'opposition ont été éliminés de la course, on a quand même vu, n'est-ce pas, les foules que l'opposition a réussi à drainer. Aujourd'hui, cette histoire de 3e candidature, si le président essaie de la mettre en œuvre, va immanquablement entraîner des manifestations monstres dans ce pays. Et également une répression qui va suivre. Et je ne suis pas sûr que cette répression-là laissera notre démocratie indemne. Et voilà pourquoi on lance évidemment un appel au président Macky Sall. Il est responsable de la stabilité de ce pays. Il faut qu'il se départisse de toutes ces personnes qui, autour de lui, sont en train de s'agir. Ce sont les mêmes d'ailleurs qui étaient avec Abdoulaye Wade. Regardez bien les personnes qui vont sur les plateaux de télévision et qui défendent le 3e mandat de Macky Sall. C'est exactement les mêmes personnes qui défendent le 3e mandat d'Abdoulaye Wade. Donc, il faut qu'il ait une lecture de ce qui vient de se passer le 31 juillet, la dernière campagne législative. Le message que les Sénégalais lui ont envoyé, il faut qu'il sorte par la grande porte. C'est un président jeune, n'est-ce pas, qui, évidemment, a l'avenir devant lui. Il peut revenir quelques années plus tard se représenter s'il le veut, tout comme, évidemment, s'il a une bonne sortie du pouvoir, il peut devenir occuper de hautes fonctions au niveau international. Seydi Gassama, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre de Amnesty International, dont vous dirigez le bureau de Dakar. Et je rappelle aussi que vous êtes un soldat des droits humains, des libertés individuelles et des libertés publiques. Merci d'être venu. Merci beaucoup et merci à tous les téléspectateurs. Mesdames et messieurs, c'était donc Face à la Nation. Mon invité était Seydi Gassama, connu comme un soldat de la lutte pour les droits humains, pour les droits individuels, pour les libertés individuelles et les libertés publiques. Nous avons été très heureux de l'écouter. Je suis sûr qu'il reviendra un jour sur ce plateau, n'est-ce pas, Seydi? Bien, avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci. Sur ce, au revoir et à bientôt sur Face à la Nation.